Ah oui, du coup, l'audio aussi. C'est bon, ça tourne l'audio ? Oui. Ah, super. Donc, Charlotte. Oui. Donc, je vous présente Charlotte, une étudiante en 3e année de psychologie. Et du coup, on échange de psychologie ensemble et on voulait vous faire partager ce moment, notamment par rapport à la question que j'ai d'un patient qui me demande si son ex-femme... Enfin, disons que... Comment dire ? Il me demande si ce ne serait pas lui, le pervers narcissique, le manipulateur, parce que du coup, plus le temps avance et plus il se demande si son ex-femme n'aurait pas un peu une communication de style manipulatoire. Voilà. Donc, en gros, là, tu avais apporté des éléments de réponse, en tout cas des questionnements qu'on pouvait se poser par rapport à ça. En tout cas, ma question, c'était de savoir quelle est la frontière entre poser ses limites et avoir un comportement de manipulation. Oui, alors effectivement, la question c'est si je pose mes limites, est-ce que ça ne fait pas de moi un manipulateur ? Donc ça veut dire que quelque part, en quoi je ne suis pas légitime à poser mes limites, puisque ça voudrait dire que ça bouffe un peu la sphère de l'autre. C'est ça, la question ? Alors, le fait de poser ses limites, quelque part, est toujours légitime à partir du moment où je n'ai pas l'intention de nuire ou de porter préjudice à l'autre. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme limite ? C'est-à-dire que si, par exemple, je n'ai pas envie de faire quelque chose et que l'autre me culpabilise avec ça, mais si je suis dans mon bon droit et dans ma légitimité de ne pas faire cette chose-là, à moins que l'autre m'amène à me culpabiliser ou à me faire comprendre que je suis à l'origine de sa souffrance, mais là, pour le coup, c'est manipulatoire. Sinon, j'ai le droit de poser mes limites. Je ne suis pas obligée de faire quelque chose pour éviter que l'autre ne souffre. Est-ce que c'est clair ? Je ne sais pas. Du coup, moi, j'aimerais bien que tu définisses ce que c'est de poser ses limites. Et ensuite la manipulation. Ça, on peut bien faire la distinction. Et puis, Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, poser ses limites ? Si, par exemple, dans le couple, l'autre m'amène à accepter qu'il soit infidèle. Et que moi, ça, c'est ma limite, je ne peux pas. Alors, est-ce que le fait de poser cette limite, que non, je n'accepte pas que toi... tu fasses ça parce que je le vis pas bien et qu'on s'est marié dans un contexte où on se devait fidélité, donc cette règle-là ne me convient pas, me fait trop souffrir et pour moi ça n'est pas négociable, est-ce que du coup cette limite elle est abusive ? Est-ce qu'elle contribue à manipuler l'autre ? En fait, dans le problème des structures narcissiques, c'est que souvent c'est l'arroseur arrosé. Enfin, c'est moi qui me comporte mal, mais je vais retourner, je vais tout inverser et je vais faire en fait comme si c'était l'autre qui n'avaient pas une attitude adaptée. Et ça, on le voit beaucoup dans nos sociétés aujourd'hui, que ce soit au niveau sociétal ou dans les entreprises ou dans le couple, malheureusement, ça devient un peu la norme, le fait de tout inverser. Et c'est quelque chose qui devrait être du bon sens ou du respect des uns des autres ou de moi-même, eh bien, ça devient finalement quelque chose de pas acceptable. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait... les manipulateurs ou manipulatrices, c'est quand même des personnes qui sont égoïstes, égocentriques, sauf si je me trompe. Et quand on pose ses limites, en fait, on pense aussi à soi. Donc, moi, c'est ça que j'arrivais pas à déterminer, c'est jusqu'où, en fait, je pouvais penser à moi. Voilà. Alors, je peux penser à moi dans la limite, j'allais dire, du code de procédure pénale. Je rigole un petit peu, mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que si moi, je pose mes limites de ce qui est acceptable ou pas acceptable pour moi, l'autre est libre de les accepter ou pas. Par contre, si par exemple, je reprends cet exemple d'adultère, d'infidélité, si moi, je pose mes limites que c'est pas OK pour moi, mais l'autre reste libre et l'autre est souverain dans son mode de fonctionnement, dans son libre arbitre. Donc il peut dire, moi, je décide de le faire quand même. Mais ça veut dire que derrière, s'il y a des conséquences, il ne faudra pas que la personne qui s'est autorisée quelque chose soit étonnée s'il y a des conséquences dans le couple, si l'autre s'en va, ou si l'autre se sent trahi, ou si l'autre est déçu.
Ça fait partie du package. Sauf, on ne peut pas dire, tu vois, la manipulation serait de se dire, oui, mais je t'avais informé que moi j'étais infidèle. Donc en fait, tu le vis mal, mais bah oui, tu savais que j'étais comme ça. Et finalement, tu as quand même choisi de continuer avec moi. Moi, je t'avais dit que j'avais envie de... Oui, sauf que toi, tu m'avais dit que c'était ta limite et que moi, j'ai fait comme si il n'y en avait pas. Et après, je vais te rendre responsable puisque je t'en avais parlé. Donc, je pars du principe que puisque je t'en avais parlé, tu aurais dû être d'accord ou tu aurais dû le savoir. Et que si tu le souffres, c'est ta responsabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas pris en compte les besoins de l'autre ou les limites de l'autre. Et ça, c'est une structure narcissique. C'est une structure autocentrée qui ne fonctionne que par rapport à elle-même. Ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et l'autre, ça n'est pas mon problème. Ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas à la bonne place. Ce n'est pas adapté. Donc, pour ce monsieur qui se demande si ce ne serait pas lui la structure narcissique du couple, je ne dis pas que sa femme l'est, moi je ne peux pas, je ne l'ai pas vu. Mais si on se pose la question, c'est que déjà on ne l'est pas, effectivement. Puisque la structure narcissique, elle a pour spécificité de cliver et elle s'est développée dans le fait de moi, je ne veux pas souffrir. Donc en fait, tout ce qui est un problème, ce n'est pas ma responsabilité, c'est celle de l'autre. C'est la faute de l'autre. C'est un déni. Par exemple, je t'ai raccroché au nez. Ah oui, mais je t'ai raccroché au nez parce que tu as appelé au moment où j'étais en train de coucher mon enfant et tu comprends, ton appel allait le réveiller. Oui, mais en quoi la personne qui appelle est au courant que je vais coucher mon enfant avec mon téléphone dans la poche qui est susceptible de sonner? Donc tu vois en quoi on inverse tout. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui appelle qui est responsable, c'est la personne qui a gardé son téléphone allumé dans la poche, sachant très bien qu'il était susceptible de sonner au moment du coucher de l'enfant. Et plutôt que de dire « Oui, tu as raison, je suis désolée, je t'ai raccroché au nez, ça se fait pas, mais j'avais oublié mon téléphone dans ma poche et j'avais peur que ça réveille mon enfant », là, c'est adapté. Je m'en excuse, je reconnais que oui, j'aurais pas dû garder mon téléphone dans la poche. Et du coup, je m'en excuse. Donc ça répare et ça fait qu'on part sur des bases saines de respect de part et d'autre. Donc je ne sais pas si on a pu répondre un petit peu à ce monsieur, mais déjà à partir du moment où on se pose la question de si c'est pas moi la structure narcissique, c'est déjà très sain. Oui, il y a une remise en question. Il y a une remise en question. Et les personnes narcissiques ne se posent jamais la question. Pour elles, le problème, c'est toujours les autres. C'est l'autre qui n'a pas été à l'écoute, c'est l'autre qui a mal fonctionné, c'est l'autre... je sais pas, moi, qui n'a pas été à l'écoute au moment où moi j'avais besoin, parce que ce monsieur me dit, oui, mais en fait, quand on a divorcé, 2 ans après, on a un peu cherché à se rabibocher, et elle me disait qu'elle était malheureuse, et moi, je lui disais que je l'aimais plus que tout, mais je pense que j'ai pas été assez à l'écoute. Alors, peut-être il n'a pas été assez à l'écoute, mais en quoi ça fait de lui une structure narcissique? C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un passif dans le couple qui fait que ce monsieur, il a quand même eu du mal à digérer certaines choses qui étaient de l'ordre de la trahison, qui a créé une faille dans le contrat au niveau de la confiance. Donc c'est un petit peu logique qu'on soit un peu sidéré et qu'on soit en phase, de doute et on soit un peu paumé puisqu'on a quand même vécu des choses qui nécessitent du temps pour se réparer. Donc l'autre ne peut pas exiger que tout de suite, parce que moi j'ai décidé, ça y est, tu répares ton truc et on se remet ensemble. Là, c'est nier le rythme de l'autre. Si vraiment on est dans l'amour, on est OK avec le rythme de l'autre. Alors évidemment, si ça prend 10 ans pour que l'autre digère sa rancune, ça va aussi créer une altération dans le contrat. Mais normalement, si on aime, on est capable de respecter les besoins de l'autre, d'entendre que l'autre fait des efforts, qu'il progresse, mais qu'il a besoin de phases encore pour digérer toutes ces choses-là. C'est ça l'amour inconditionnel, l'amour qu'on a normalement avec ses enfants. Alors que j'aime mon enfant, je lui donne le temps, je lui explique ce qui va pas, mais dans tous les cas, je serai toujours là quand il sera prêt, quand il aura besoin, où je suis parent et je suis capable d'attendre le temps qu'il faut pour que mon enfant ait compris les choses, qu'il ait maturé, qu'il soit au... Voilà, en tout cas, moi, je me synchronise avec les besoins de l'autre et je reste patient et dans l'accueil bienveillant. Et normalement, le couple, l'un et l'autre, c'est ça. Je ne dis pas qu'on est capable tout le temps d'être disponible, mais en tout cas, on essaye. Et on ne peut pas continuellement culpabiliser l'autre parce qu'il n'a pas été au bon rythme, parce qu'il n'a pas écouté, parce que... Oui, on peut dire, oui, j'ai souffert que tu ne m'aies pas écouté à ce moment-là. Ok, mais maintenant, l'eau a passé sous les ponts, l'eau a coulé sous les ponts, et qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Et est-ce que les pervers narcissiques ont une estime d'eux-mêmes élevée ou basse? Plutôt basse. Alors, quand on dit structure narcissique, on parle de faille narcissique.
Donc faille narcissique, ça veut dire qu'ils ont besoin de se renarcissiser continuellement, mais que c'est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne s'imprime pas. Donc ils ont toujours besoin de paraître, qu'on les regarde, qu'on les trouve intelligents, qu'on les trouve beaux, qu'on les trouve brillants. Donc c'est beaucoup la vitrine en fait. Et dans le fond, non, et dans l'apparence, oui, c'est ça, non? Voilà, dans l'apparence, on a l'impression qu'ils se la pètent, ou en tout cas, ils peuvent paraître très brillants. C'est des gens qui vont fasciner, c'est ça le terme, un peu comme la pie qui voit quelque chose qui brille. Là, ils fascinent, et presque ils nous empêchent de réfléchir, parce qu'on est tellement un peu subjugués. Et c'est là où il y a quelque chose qui n'est pas sain. C'est-à-dire qu'on peut admirer quelqu'un qui est brillant, tout en sachant que c'est un être humain qui a des défauts, mais on va l'admirer pour certains aspects qu'on apprécie chez eux. Donc là, on fait la part des choses. Mais quand on ne peut plus réfléchir et qu'on est un peu dans c'est un Dieu vivant, là, on n'est pas au bon endroit. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui altère nos facultés de discernement. Et est-ce que c'est possible, comment dire, est-ce que quand on est pervers narcissique, c'est, comment dire, toute notre structure, ou alors est-ce que ça peut intervenir que dans le travail, par exemple? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pervers narcissiques, mais que dans le cadre du travail? Alors déjà, je reprends un petit peu, parce que quand on dit pervers narcissique, ça c'est la classe... Enfin, comment dire, c'est le nom que les médias ont apposé sur une classification de personnalité pathologique que nous on a dans nos classifications internationales de maladies mentales, que tu connais, le DSM, la CIM. Et il parle de structures de personnalité narcissique. Donc c'est des structures. Après, on est plus ou moins dans cette structure, parce qu'évidemment on est sur de l'humain, donc c'est pas du noir ou blanc, c'est pas dichotomique. Donc on peut être légèrement narcissique, et on peut être proche de la psychose en termes de structure de personnalité. Et ensuite, pour répondre à ta question, en général, c'est quand même dans tous les domaines. On va peut-être pas le repérer aussi bien, parce que quand on est en lien avec quelqu'un qui a une connexion sentimentale, bien évidemment que on est un peu plus aveuglé que si c'est un collègue de travail, et peut-être on a plus de distance et on va être plus lucide. Donc on peut mettre plus de temps à se rendre compte si c'est un parent ou un enfant ou son conjoint. Mais en général, il fonctionne avec ces mécanismes-là dans tous les domaines. Et ils ont quel style d'attachement en général? C'est du in ou out. C'est-à-dire quoi, soit tu es avec moi, tu es en fusion, et je te fais faire tout ce que je veux, et du coup, tu es mon prolongement, en fait. Tu es une partie de moi, donc en gros, ça va bien, entre guillemets. Soit tu as tes propres désirs, ta propre volonté, et là, tu es une personne à abattre. Voilà. En gros, c'est soit je peux te manipuler complètement, et donc je suis pas frustrée parce que je fais de toi ce que je veux, mais j'ai aussi envie de jouer avec toi, un peu comme le chat avec la souris. Donc là, je te tacle régulièrement, je te pique, voilà, pour voir que tu bouges encore, c'est amusant. Est un objet, l'autre personne est un objet. Ouais, je me sers de toi. Alors, c'est les personnes qui vont singer, qui vont imiter les émotions, mais qui vont pas avoir de vraies émotions d'attachement, d'amour, de tristesse. Ils vont être déçus, ils vont être frustrés. C'est comme les enfants qui sont intolérants à la frustration. Et on dit « Oh, il est malheureux ». C'est pas la même chose d'être frustré et d'être malheureux. On peut être frustré parce qu'on n'a pas eu ce qu'on veut, et on fait un gros caprice parce qu'on n'est pas content, parce qu'on fait mine, je suis triste, c'est horrible, c'est la fin du monde. Mais en fait, on n'est pas vraiment triste. On est frustré. C'est pas grave de vivre la frustration, mais c'est pas, on n'en meurt pas. D'autres questions. Donc voilà, en gros, pour résumer, savoir si je suis une structure narcissique et si c'est moi le manipulateur du couple. Alors, il y a le questionnaire de Isabelle Nazaraga qui s'appelle les 30 critères du manipulateur, et qui est en 30 questions et qui permet de repérer si on est face à une structure narcissique ou pas. Donc, il faut avoir coché plus de 14 items. Alors évidemment, quand on va lire les items, par exemple, ils culpabilisent les autres au nom de l'amitié, du lien familial. Voilà, par exemple, oui, si vraiment tu étais une vraie sœur, tu ferais ça pour moi, tu vois, les sœurs, ça fait ça. Donc quand on sait que c'est des valeurs importantes pour nous, par exemple la fratrie ou l'entraide dans la fratrie, ça va nous toucher. Mais ça, je veux dire, qui ne l'a jamais fait? Dans les questionnaires, d'ailleurs de psychologie, en gros, on se retrouve plus ou moins dans tout. C'est le plus ou moins. C'est pour ça qu'on dit il en faut plus de 14 sur 30. Si j'en ai 29 sur 30 avec mon collègue de travail, le doute plane peu.
Si moi je m'évalue et puis que j'ai peut-être 12 items, bon, déjà si je m'évalue et que je les coche, ça veut dire que je m'en remets en question. Hein. Et si je suis capable de voir ça chez moi, c'est déjà vachement bien. Ça veut déjà dire que j'en suis pas quelque part. Parce que votre collègue, vous allez lui dire « Ouais, t'as vu, tu me culpabilises au nom de la fratrie. » Si vous avez un vrai manipulateur en face de vous, tu vois, il va te dire n'importe quoi. Non, mais tu te fais toujours des nœuds au cerveau. Qu'est-ce que tu vas raconter tu psychologises tout. Et du coup, plaf, on va encore s'en prendre pour son grade. Et hop, il va disqualifier notre raisonnement, quoi. Et j'avais une autre question. C'est quoi la différence avec un psychopathe ? Alors, quand on dit psychopathe, c'est une structure de personnalité qui est psychotique, en fait. Alors, psychopathe, sociopathe, c'est vraiment des gens qui ont des structures très pathologiques. Donc, si on est face à une structure narcissique qui est vraiment proche des 30 sur 30, là, on est quand même sur quelque chose qui est très clivé, qui est quand même assez rigide en termes de mode de fonctionnement. Il y a peu de chances que la personne évolue. Voilà. Et sinon, on peut être légèrement... Alors, il peut y avoir aussi des structures qu'on dit dissociées et qui font penser à des structures narcissiques. Mais en fait, ce qu'on va observer, qui sont assez confrontants ou parfois dénigrants, c'est des parties de soi défensives, protectrices. Quand on touche à des vulnérabilités chez nous, paf, on va tacler. Et en général, c'est qu'on touche à un truc où il ne faut pas y aller. Et nous, on dit oui, par moment, il me balance des scuds, c'est un manipulateur, il cherche à me blesser. Alors, ça peut faire penser à une structure narcissique, mais ça peut ne pas être une structure narcissique, ça peut être un autre type de structure, mais avec des parties de soi défensives ou protectrices qui font que quand on sent qu'on est dans des choses un peu trop intimes ou trop authentiques ou des vulnérabilités, paf, et bien ça passe à l'attaque en fait. Tu touches pas à ça, donc on tacle. Voilà. C'est bon, Charlotte ? Oui, c'est bon. Bon, c'était sympa cette vidéo toutes les deux. Oui. Bah oui, parce que quand on fait des études de psychologie, on est plus apte à l'écoute, donc on est discrète, on sait bien écouter, mais en général, ça va pas trop avec le fait de se la ramener, de se la péter. C'est des choses qu'on apprend en vieillissant, voilà, mais c'est pas le cœur du métier. Donc voilà, merci pour ta participation.